Let me introduce my first panelist. We'll have a lively discussion. Hugo Séguin, for the past 15 years, as the Premier has said, has worked in government and financial settings in Ottawa, Quebec City, and Montreal, noticeably for the Fonds de Solidarité, FTQ, Quebec's Environment Ministry. He studied international affairs at the Norman Paterson School of International Affairs in Ottawa and poli-sci at the University of Montreal. These bios are in there. I don't want to introduce too much, but since 2008, he's been the coordinator for Societal Choices, and on May 2010, as a senior advisor. Hugo focused primarily on political and government questions involving transportation, energy, and agriculture, and climate change. And he's chaired the board of the Climate Action Network Canada, whose members include the Canadian organizations working in this field. He knows a lot about this topic. He understands how to, as the Premier was saying, to get all the stakeholders to work together. So I invite Hugo Séguin to say a number of words, and then we'll have a chance to question him afterwards as rigorously as we want. Hugo. Bonsoir, bonsoir. J'ai eu l'occasion de dire aux organisateurs de ce genre d'événements-là, qui sont habituellement des événements davantage associés au milieu des affaires, qu'ils invitent un écolo à leur risque et péril. Mais dans le fond, il y a plus d'enjeux de convergence, je pense, aujourd'hui dans les questions d'énergie, qu'il y a d'enjeux de divergence. D'abord, j'ai l'impression qu'il y a un consensus qui se fait doucement, un peu partout dans le monde, quand on pense aux enjeux énergétiques, autour de trois grands contextes qui sont interreliés, qui se renforcent mutuellement. Le premier contexte, c'est celui de la recherche de la sécurité énergétique, ou de se mettre dans une situation de moins d'insécurité énergétique, notamment au niveau du pétrole, mais aussi du gaz en Europe. C'est très présent. Deuxième contexte, celui de la lutte au changement climatique. Et troisième contexte, évidemment, la course mondiale aux énergies vertes, à l'économie de demain. Le premier ministre Charest était très explicite à cet égard. C'est intéressant qu'on ne parle pas de politique énergétique canadienne, mais plutôt de recherche d'une vision générale pour le Canada. Est-ce que c'est possible? Peut-être. Les visions sont géographiques au Canada, un peu naturellement, politiquement parce que la Constitution canadienne est faite comme ça, mais aussi géographiquement parce qu'on a Napoléon disait, on a la politique de notre géographie, mais on a aussi la politique énergétique de notre géographie. Hein. Les ressources naturelles sont géographiquement localisées et donc on a un patchwork naturel au Canada au niveau énergétique. Mais regardons à quoi pourrait ressembler une vision canadienne au niveau énergétique pour chacun des grands drivers, des grands contextes. D'abord, une vision énergétique doit se préoccuper de sécurité énergétique, notamment, et on le voit aux États-Unis, on le voit au Québec, on le voit un peu partout, par la réduction de la dépendance aux carburants fossiles. C'est très, très présent dans les discours, on le voit aux États-Unis depuis un certain temps, mais aussi de plus en plus au Québec, surtout avec la montée des prix du pétrole, qui ont triplé depuis les années 2000. Deuxième élément de vision, une vision énergétique doit s'inscrire dans le cadre des efforts mondiaux de lutte au changement climatique. L'Agence internationale de l'énergie, 2009, disait « Le secteur énergétique est responsable de 64% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. » Et venir à bout du problème des changements climatiques avec des réductions là, auxquelles on doit s'astreindre dans les prochaines décennies, mais ça ne peut pas se faire de façon marginale au niveau énergétique. Ça va vers la transformation très importante, très fondamentale des systèmes énergétiques un peu partout dans le monde, mais on n'y échappera pas non plus au Canada. Et finalement, une vision énergétique doit renforcer notre économie, aider à la maintenir compétitive par rapport à nos grands concurrents dans un contexte, comme on l'a dit, de course mondiale à la nouvelle économie verte. Selon la financière HSBC, il s'est investi dans les plans de relance des pays du G20 430 milliards de dollars dans la nouvelle économie verte. C'est les transports avancés, smart grid, nouvelle énergie, tout ce qui est lié donc à la lutte au changement climatique. C'est 94 milliards de dollars aux États-Unis, c'est 200 milliards de dollars en Chine. Et comme le dit la Table ronde nationale sur l'environnement dans son dernier rapport en mars, la course verte est lancée et le Canada a du rattrapage à faire. Une des questions qui est lancée par les organisateurs, c'est en quoi le Canada est unique là-dedans. Laissez-moi faire 5 constats. Premier constat, on consomme trop d'énergie de façon inefficace et cette énergie provient souvent, en grande partie, des mauvaises filières dans le contexte que je viens de décrire. La société canadienne est une des plus énergivores au monde.
Il est certainement la plus énergivore de tous les pays de l'OCDE, selon l'Agence internationale de l'énergie, et 85 % de notre énergie totale qui est consommée au Canada est d'origine fossile. Deuxième constat, le Canada est le 8e producteur mondial de gaz à effet de serre en termes absolus, et aussi est à l'avant-dernier rang des pays de l'OCDE pour les émissions per capita. On est un gros producteur de gaz à effet de serre. Nos émissions per capita sont même en augmentation dans la plupart des pays, sont en décroissance, et la quasi-totalité de notre croissance de nos émissions de gaz à effet de serre vient du secteur énergétique, c'est-à-dire production d'énergie, extraction et transport. Troisième constat qu'il faut faire quand on pense au Canada, c'est que nous sommes un des pays du G20 qui investit le moins dans l'économie verte. Et ça, c'est une réalisation qu'on voit dans les bilans qui sont faits par HSBC. C'est la conclusion à laquelle arrive le Conference Board of Canada, qui dit, dans le fond, les entreprises canadiennes sont en train de manquer le bateau de cette révolution-là. Par contre, quatrième point, au Canada, on continue de soutenir financièrement le développement de filières les plus polluantes, en particulier le secteur pétrolier de l'Ouest des États-Unis, de l'Ouest du Canada, pardon. L'Institut Pembina, nos collègues, évalue encore à 2 milliards de dollars par année les investissements qui sont faits dans ce secteur-là par le gouvernement fédéral. Et cinquièmement, le gouvernement canadien, c'est ce qui nous rend unique sur la scène internationale, a décidé de jouer le rôle du free rider en matière de lutte au changement climatique. Les efforts, c'est pour les autres. Le Canada, nous sommes une superpuissance énergétique et c'est bien de valeur, mais nous, on augmente nos émissions. Alors, très, très présent au niveau de notre caractère unique, c'est bien ça. Alors, ces constats nous rendent uniques par rapport à d'autres sociétés, à nos concurrents et au reste du monde. Quoi faire dans un cas comme ça? Bien, les organisateurs nous demandent de vous trouver des silver bullets, des green bullets. Je vous en mets quelques-uns. La première chose, c'est un no-brainer. Le premier ministre du Québec l'a dit tout à l'heure, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Les efforts en efficacité énergétique sont très importants à faire, notamment dans un pays comme le Canada, où on consomme par habitant beaucoup plus d'énergie qu'ailleurs, 2 fois plus que dans les pays d'OCDE. Deuxièmement, c'est d'avoir une perception, une politique délibérée de ce qu'on appelle en anglais du fuel switching, c'est-à-dire de passer d'un carburant, d'une énergie qui est polluante à une énergie qui est moins polluante tout le long de la file, et pas faire ce qu'on fait au Canada. Au Canada, on dit dans chacune des filières, vous allez vous améliorer dans chacune des filières. Donc, on améliore à la marge. Il y a des choix politiques à faire, très importants, et on n'a pas l'intention de les faire au Canada. Il y a des filières qui sont polluantes, qui nuisent à notre compétitivité, qui nuisent à la lutte au changement climatique, et ces filières-là, c'est bien de valeur, mais il va falloir penser à une transition vers des filières moins polluantes. Troisièmement, pour aider cette transition-là, ça prend des bons signaux de prix. Ça prend un prix sur le carbone, que ça passe par une taxe sur le carbone ou que ça passe par un marché du carbone ou que ça passe par les deux. Mais le premier ministre du Québec, encore une fois, c'est pas moi qui ai écrit son discours, mais écoute, il y a des choses qu'il a dit là-dedans qui étaient, ma foi, très intéressantes. C'est inévitable. Il va y avoir un prix sur le carbone. Il y en a un au Québec. Il y en a un encore davantage important en Colombie-Britannique. Et c'est dans cette direction-là qu'on va pour aider les choix qui sont faits par les entreprises, par les gouvernements, par les individus au niveau du choix énergétique qu'on a à faire. Et finalement, puisque les organisateurs nous demandent quoi faire, bien, le cinquième élément, c'est d'arrêter de jouer au free rider sur la scène internationale et de rejoindre la communauté internationale, se donner des véritables objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, et ça veut dire inévitablement faire des choix difficiles au niveau des filières énergétiques qu'on a le goût de soutenir au Canada. Alors voilà, j'espère avoir lancé le débat et je vous remercie de votre attention.